Bienvenue à vous pour cette conférence sur la réglementation concernant la protection des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, dont fait partie l'IRM. Alors pour la bonne tenue de cette conférence, merci de garder vos micros coupés. Utilisez le chat si vous avez des questions en cours de présentation. Et à la fin, de toute façon, vous pourrez poser vos questions aussi. Alors tout d'abord, une petite présentation de notre société, C2I, qui a plusieurs domaines d'expertise. Donc, le cœur de métier de C2I, c'est la protection des travailleurs dans le milieu médical. Donc cela concerne surtout la radioprotection des travailleurs, la physique médicale qui concerne la protection des patients, un domaine d'expertise aussi en formation, prix formation de personnes compétentes en radioprotection. Un logiciel XView pour gérer la conformité par Internet de vos établissements. Un pôle contrôle pour les contrôles techniques internes mais aussi externes et bientôt de qualité au bloc et aussi en scanographie. Un bureau d'études pour élaborer des notes de calcul et rédiger des rapports de conformité nouvelles anciennes normes. Et donc, nouvellement, la sécurité des travailleurs en IRM, un accompagnement que l'on va développer un peu plus tard dans la présentation. Donc, cette nouvelle réglementation est due au décret qui est sorti le 3 août dernier et qui aurait dû être mis en place par tout, tout établissement qui expose leurs salariés aux champs électromagnétiques depuis le 1er janvier dernier. Donc, trois grandes parties. Une partie où on va voir pourquoi cette réglementation a été mise en place et en quoi elle consiste. Un zoom sur cette réglementation. Et une troisième partie qui concerne les autres champs magnétiques auxquels les travailleurs sont exposés. Donc pourquoi la mise en place de cette réglementation? Donc cette réglementation est régie par le décret qui est sorti donc au mois d'août dernier. C'est trop vite. Et ce décret fait apparaître quelques nouvelles notions. Donc les notions de valeur limite d'exposition, les VLE. Donc il s'agit de valeurs réelles et de protection des travailleurs, mais qui restent difficiles à estimer. Donc ce sont des valeurs qui ne sont pas mesurables et qui ne doivent pas être dépassées. C'est la réglementation qui définit ces valeurs. Et puis par rapport à ces VLE, il y a des niveaux opérationnels qui ont été mis en place, des valeurs déclenchant l'action ou d'action VA. Ce sont des valeurs donc à partir desquelles une action doit être engagée. Deux autres notions qui apparaissent dans ce décret, les notions d'effets donc sensoriels et sur la santé. Les effets sensoriels, donc ce sont les effets mineurs passagers tels que des vertiges, des nausées, des picotements que l'on peut rencontrer en IRM. Et les effets sur la santé, par contre, qui eux sont un peu plus graves et qui entraînent des risques pour la santé, comme par exemple les brûlures. Donc en IRM, on est soumis à différents champs électromagnétiques, dont celui émis par l'aimant, qui lui est permanent, même sans acquisition d'image. Donc voilà, ce champ statique est caractérisé par des lignes de champ, on peut voir ici. Donc je commence à vous montrer, ou si vous avancez un peu, c'est un peu petit, la ligne des 0,5 millitesla, dont on parlera tout à l'heure, et la ligne des 3 millitesla. Une autre vue.
ça, ce sont des schémas hein, qui sont donnés par les fabricants. Vous devez avoir avec votre machine. Un autre schéma pour vous indiquer que, en fait, suivant l'IRM, qu'elle soit à 1,5 Tesla ou à 3 Tesla, à partir du moment où on a quitté le centre de l'aimant, l'intérieur du tunnel, l'intensité décroît beaucoup. Et donc, vous pouvez remarquer que ce soit pour une IRM à 3 Tesla ou à 5 Tesla, la ligne des 0,5 est à peu près au même endroit, hein. Et donc, plus on s'éloigne, plus les lignes de même intensité, que ce soit pour une IRM à 3 ou à 1,5 Tesla, vont me rapprocher, hein. Donc, les dangers de ce champ magnétique statique, hein, ce sont d'abord les projections par attraction des objets ferromagnétiques. Vous connaissez, hein, tout objet euh, ferromagnétique hein, est attiré par cet aimant et donc peut occasionner ce genre de méfaits. Mais également, ce champ électromagnétique statique peut induire des courants, hein. Ce sont donc des courants dus au mouvement que vous effectuez dans la salle, hein. Et donc cette intensité des courants induits que vous pouvez ressentir dans votre corps hein, est liée à la vitesse de déplacement, hein. Les mouvements rapides à des distances inférieures à 1 mètre de l'entrée du tunnel peuvent dépasser des limites d'apparition de ces courants induits. Donc à l'installation du patient, il peut y avoir un risque pour les travailleurs exposés. Des effets sensoriels. Ensuite, après le champ statique, il y a les bobines de gradient hein, qui font les gradients commutés. Donc, c'est 3 paires de bobines qui aident au codage spatial de l'IRM, hein. C'est elles qui font le bruit de marteau-piqueur, hein. Elles aussi peuvent engendrer des courants induits, mais seulement en cas d'acquisition d'images. Donc, elles sont néfastes en cas d'acte interventionnel, hein, le risque est maximal. Si vous êtes à moins d'1 mètre de l'entrée du tunnel. C'est ce que indique le guide non contraignant de bonnes pratiques dont on peut se baser pour transcrire le décret en fait. Et donc ces bobines de gradient hein, exposent en plus si les 3 paires fonctionnent en même temps, forcément. Fin de la première partie, donc on va zoomer un peu plus sur cette réglementation applicable au 1er janvier 2017. Hein, on va la voir plus particulièrement. On va parler des limites qu'impose cette réglementation, les obligations des établissements qui possèdent une IRM, et puis notre prestation. Alors l'historique de la réglementation, donc, un premier décret sorti en 2002 pour mettre en place les valeurs limites d'exposition du public, hein. Ça correspond à l'apparition des téléphones portables, en fait, mobiles. En 2004, il y a une directive européenne qui est sortie, mais qui a été avortée, qui a été remplacée par celle de 2013, hein, d'où est tiré le décret. En 2015, suivant cette directive, sont sortis, je vous en ai parlé tout à l'heure, est sorti un guide non contraignant de bonnes pratiques. Et ensuite, donc, le décret français
est apparu le 3 août 2016, qui concerne les travailleurs, hein, exposés aux champs électromagnétiques. Et le 5 décembre 2016, hein, sorti un texte sur les grandeurs physiques et les valeurs limites d'exposition, les VLE et les VA. Donc ces VLE et ces VA, il en existe différentes sortes. Donc pour le champ magnétique B0 statique, les voici. Donc hein, on peut voir que nous, pour les IRM de 1,5 et 3 Tesla, nous ne sommes pas exposés peut-être pour les 3 Tesla, mais il faut être à l'intérieur de l'aimant, parce que quand on parle d'une IRM à 3 Tesla, les 3 Tesla sont à l'intérieur de l'aimant. Ce ne sont pas ces VLE qui vont nous concerner plus particulièrement. Ensuite, il y a les VLE concernant les gradients commutés. Donc pareil, ils ne nous concernent pas franchement. Donc cette VLE n'est pas à retenir à 1,1 volts par mètre. Ensuite, il y a les VLE qui concernent les ondes de radiofréquence émises par les antennes. Donc là, on a la notion de DAS, débit d'absorption spécifique, qui entre en compte. Et donc, pareil, ça, ce DAS, vous le voyez lors de l'acquisition de vos images sur les consoles. Ça concerne le DAS pour le patient à l'intérieur de l'antenne. Donc, vous êtes, vous n'avez pas à dépasser ces limites, hein. Vous êtes largement en dessous. Il existe aussi des VLE pour le public. Et ça concerne, plus particulièrement, nous, ça nous concerne pour la femme enceinte et l'enfant à naître, hein. L'enfant à naître ne doit pas être exposé à une intensité, il est considéré comme du public, de plus de 40 millitesla, comme on peut le voir pour le champ statique. On a mis également pour les ondes de radiofréquence les valeurs pour le public à ne pas dépasser. Et on peut voir là le 2 watts par kilo, le DAS localisé à la tête et au tronc, c'est ce qui concerne les téléphones mobiles en fait. Tous les téléphones mobiles ne doivent pas dépasser 2 watts par kilo au niveau du DAS. Et là, on va passer aux valeurs d'action. Et si vous avez deux valeurs à retenir, ce sont celles-là. Pour le champ magnétique statique, donc, il y a, c'est la réglementation qui le dit, hein, pour ne pas avoir d'interférence avec les dispositifs actifs implantés tels que les stimulateurs cardiaques, la personne ne doit pas être exposée à une valeur de plus de 0,5 millitesla. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et la réglementation dit aussi que il y a un risque d'attraction et de projection dans le champ périphérique de source de champ intense à partir de 3 millitesla. Donc un peu plus près encore que pour la ligne des 0,5. Donc ces deux valeurs sont à retenir. Elles doivent être matérialisées pour votre appareil. Alors cette matérialisation, le plus simple, hein, vu que le plus souvent la ligne des 0,5 est comprise dans la salle, il suffit juste de l'annoncer à l'accès de cette salle. Mais il faut s'assurer que cette ligne des 0,5 soit à l'intérieur de la salle. D'autres valeurs déclenchant l'action moins importantes, hein. Donc pour les basses fréquences, champ magnétique 100 microtesla, hein, pareil, ce sont des valeurs issues du décret, hein. Ça concerne surtout d'autres domaines que l'IRM. Encore une autre, 61 volts par mètre pour les hautes fréquences. Donc celle-ci, vous êtes normalement pas exposé, hein. Cette valeur-là, c'est normalement elles sont mesurées à l'extérieur de la salle lorsqu'il y a acquisition d'images et c'est avéré qu'on est loin de ces valeurs.
Il y a possibilité de mesurer l'intensité de ces ondes. Donc, vous voyez en schéma, en photo, au 6.2.1, un gaussmètre qui sert à mesurer le champ magnétique statique. Ensuite, à sa droite, un appareil pour mesurer l'intensité des champs émis par les ondes de radiofréquence des antennes. Et en dessous, pour les gradients commutés. Pour l'instant, il n'y a aucune obligation. La réglementation n'oblige pas à ce que chaque appareil ait fait ses mesures. Alors, il existe une dérogation pour l'IRM, parce que les travailleurs sont susceptibles de dépasser les VLE. Donc, pour l'IRM, l'établissement a des obligations de réalisation d'une analyse du risque pour savoir si les travailleurs sont susceptibles de dépasser ces VLE. Il faut être sûr que tout était mis en place pour limiter le risque en fonction des connaissances actuelles. Donc, il faut veiller réglementairement. Il faut que les circonstances du dépassement de ces VLE soient justifiées. Et il faut que l'employeur démontre que les travailleurs sont protégés contre ces effets nocifs pour la santé. Tout ça, c'est le décret qui le dit. Donc les obligations de l'employeur, dès que les travailleurs sont exposés aux champs électromagnétiques, faire une évaluation des risques. Oui, tu peux. Et donc cette évaluation des risques est pour tous les collaborateurs et les travailleurs exposés sur les postes de travail. Donc cette évaluation des risques, c'est une évaluation des niveaux d'exposition, une identification des zones à risque, on analyse les méthodes et les procédures de travail, et on classe les situations et les postes à risque pour savoir où est-ce qu'on est susceptible de dépasser les VA ou les VLE. C'est à ça que sert cette évaluation. Une autre obligation de l'employeur, désigner un salarié, voire un conseiller compétent à la prévention des risques. Donc, il doit être désigné. S'il y a un dépassement des VLE, il s'agira de désigner un conseiller à la prévention des risques, après l'analyse, bien sûr. Et si cette analyse ne montre pas de dépassement de VLE, il pourra s'agir d'un simple salarié compétent pour la gestion des risques. Donc, ce salarié conseiller sera en charge des activités de protection et de prévention des risques professionnels, sera en charge d'informer et de former les travailleurs exposés et de constituer les dossiers administratifs en cas de demande d'autorisation de dépassement des VLE. Donc la différence entre le salarié et le conseiller doit être obligatoirement nommé par le chef d'établissement s'il a été prouvé par l'analyse des risques qu'il y a un risque de dépassement des VLE. S'il n'y a pas de risque de dépassement des VLE, un simple salarié suffit, salarié compétent, qui doit être nommé. Donc un petit diagramme pour vous montrer, donc en cas d'exposition au CEM, les questions qu'il faut se poser. S'il y a un dépassement de VLE, s'il n'y a pas de dépassement de VLE, pas de désignation. Par contre, s'il y a dépassement de VLE, il faut la désignation d'un conseiller à la prévention des risques. Ensuite, ces VLE, si elles sont dépassées et donnent des effets sur les VLE, des effets sur la santé sont dépassés, excusez-moi, il faut faire une demande d'autorisation de dépassement des VLE à la directe. Dans ces cas-là, bon, c'est surtout dans le cadre d'examen interventionnel. Par contre, si l'analyse des risques montre qu'il n'y a que de dépassement de VLE sur les effets sensoriels, on en reste là. Pas besoin de faire de demande d'autorisation. C'est juste pour les effets sensoriels. L'employeur qui utilise une IRM a des obligations de protection et de prévention des risques. Il doit mettre en place
des affichages réglementaires, rédiger une notice au poste de travail, mettre en place une surveillance médicale spécifique, hein, au cas où même s'il y a un dépassement de VLE, au niveau des contre-indications, au niveau aussi des travailleuses enceintes, et mettre en place un dispositif de signalement d'effets sensoriels sur la santé. Si au moment de l'analyse des risques, un effet apparaît, autre que ceux qui ont été cités pendant cette analyse, eh ben, l'employeur doit mettre en place un dispositif pour que le salarié puisse déclarer l'apparition de cet effet sensoriel sur la santé. Tout cela dans le but de diminuer l'exposition aux champs électromagnétiques. D'autres obligations de l'employeur, il doit former et informer son personnel. Donc ça concerne tous les collaborateurs et les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, sur tous les postes de travail. Donc une formation sur les champs électromagnétiques est éventuellement renforcée pour les travailleurs risquant de dépasser les VLE. Tout cela toujours pour but d'optimiser les pratiques. Une autre obligation de l'employeur, il doit s'assurer de la transmission des informations administratives, que ce soit pour les collaborateurs et les travailleurs, mais aussi à la médecine du travail, pour assurer une surveillance en cas d'exposition. Donc C2I Santé a mis en place une prestation. Donc ces prestations contient une vérification des procédures en place, une vérification des mesures de prévention déjà en place sur le site, une analyse de la documentation et une vérification de la mesure de la ligne de champ. Une fois que tout ça est vérifié, on mettra en place un plan d'action. C2I peut vous accompagner aussi pour faire l'évaluation des risques. Donc, cette évaluation des risques comprend une analyse des documents fabricants IRM, tous les documents que le fabricant vous a donnés. On les étudiera. On fera une estimation des niveaux d'exposition. On identifiera les zones à risque avec des délimitations. Et on rédigera des plans et des règlements de zone mis en place par l'intermédiaire d'affichage obligatoire. Et il y aura des recommandations éventuelles et présentation d'études des risques et informations sur les risques et des effets biophysiques liés aux risques identifiés. C2I accompagnera éventuellement le salarié compétent, mettra en place un support sur la gestion des risques, en mettant en place une base documentaire spécialisée comportant des affichages, la notice au poste de travail et les fiches d'exposition. La mise à jour du document unique qui devra intégrer le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques, et puis des conseils et des précautions à prendre dans le cadre des interventions d'entreprises extérieures, tout comme en radiologie. Et puis des mise en place d'outils de traçabilité, de signalement d'effets biophysiques. Et au cas où il y a un risque de dépassement des VLE, l'assistance pour la demande d'autorisation de dépassement de ces VLE et de nomination de conseillers à la directe. Donc on pourra faire des mesures avec un gaussmètre pour vérifier le placement de la ligne des 0,5 qui doit être matérialisée et on vous remettra un rapport de mesure de champ statique à l'extérieur de la salle. C2I a également créé des formations à sécurité des travailleurs en IRM. Alors, elle peut être en présentiel sur site
dans nos locaux. Et bientôt, on aura la e-learning qui arrivera. T2I Santé aussi a mis en place XView. Certains ont dû déjà en entendre parler, hein. C'est un logiciel de gestion qui aide à la conformité de votre établissement, hein, grâce à la mise en place d'une veille réglementaire, hein, tout ça par Internet, d'un registre documentaire dématérialisé, une GED. XView vous aide aussi à savoir, à connaître les points conformes et non conformes de votre établissement. XView peut également générer automatiquement des fiches d'exposition, hein, si vous avez rentré toutes les informations nécessaires, et permet un suivi des travailleurs en vous indiquant les formations réglementaires obligatoires et les dates à laquelle vos salariés doivent les renouveler, ainsi que la surveillance médicale. C2I, pour cette prestation, pour aider le conseiller, le salarié compétent, hein, vous met à contribution, enfin, met en place pour vous aider un chargé d'affaires, 5 consultants spécialisés en IRM, des personnes spécialisées en radiophysique médicale, hein, au nom de 6, un ingénieur qualité, sécurité, environnement et des intervenants pour la IPRP, je ne sais plus, ça me reviendra tout à l'heure. Et des assistants techniques, hein, pour la rédaction des rapports d'intervention et des documents administratifs. Je cherche toujours IPRP, ça ne me revient pas. C'est pas grave. Donc en tant que travailleur, vous êtes le décret, hein, concerne aussi tous les autres appareils qui émettent des rayonnements électromagnétiques. Cela va du simple téléphone sans fil au téléphone mobile et tout appareil qui consomme de l'électricité tel un micro-ondes. Donc en gros, ce petit tableau vous indique à quel moment il faut faire une évaluation des risques pour tous ces appareils. Bon, dans la majorité des cas, pour toutes les personnes, il n'y a pas besoin d'évaluation des risques, sauf pour les travailleurs, la colonne qui est totalement à droite, les travailleurs porteurs d'implants actifs. Donc ça, c'est tiré du guide non contraignant de bonne pratique, hein, qui est disponible sur Internet. Donc voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez, par l'intermédiaire du chat, vous pouvez les poser. Alors Emma Yacan te pose la question, ne concerne donc pas les IRM 1,5 Tesla. Je pense que c'est par rapport à la VLE pour le champ statique. Le champ statique, non, ne concerne pas, même pour l'IRM à 3 Tesla, de toute façon, parce que pour le champ statique, la seule VLE qui compte, c'est celle qui correspond au champ, au courant induit qui risque d'apparaître si vous vous déplacez un peu trop rapidement autour de l'IRM. Ou alors, vous risquez de dépasser cette limite de 2 Tesla si vous êtes dans le tunnel pour une IRM à 3 Tesla. Mais c'est extrêmement rare, je pense. Pour les travailleuses enceintes, le principal, c'est que l'enfant à naître ne soit pas exposé aux 40 millitesla de la VLE publique. Donc généralement, cette ligne est très près de l'aimant, hein. Donc il n'y a pas de nécessité réglementairement d'interdire une travailleuse enceinte de travailler en IRM.
Et puis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui n'ont jamais montré d'impact sur le fœtus. Alors, les périodicités de formation, il n'y en a pas pour l'instant, hein. Les données, on donne la formation. Après, c'est pas comme en radio où il y a une périodicité. Ça viendra peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Il y avait une question aussi concernant la vérification de la ligne des 0,5 millitesla. Est-ce qu'elle est obligatoire ou est-ce que le plan constructeur est suffisant? Non, ce qui est obligatoire, c'est l'affichage, comme quoi, à certains endroits, vous êtes susceptible de dépasser cette ligne de 0,5. Après, certains sites, lors de l'installation d'un appareil, demandent à un prestataire de passer pour savoir où se trouve cette ligne. Et si c'est pas fait, euh, il faut savoir où elle est exactement. Surtout que les constructeurs, généralement, dans les documents, donnent un plan avec les lignes de champ sans la, la cage de Faraday, sans la prise en compte de la cage de Faraday. Donc le plus important, la seule obligation, c'est de matérialiser le fait que l'on risque de dépasser cette ligne des 0,5 à certains endroits, en fait. Donc généralement, dans la majorité des cas, la ligne des 0,5 est contenue dans la salle, donc il suffit juste de mettre un affichage à l'accès de salle, mais il faut être sûr que cette ligne soit à l'intérieur de la salle. La différence entre un salarié et un conseiller compétent. Alors, le salarié, c'est une personne compétente du service qui n'est pas forcément nommée par le chef d'établissement. En gros, c'est le manip. Il y a toujours un manipulateur, une manipulatrice spécialisée en IRM. Ça peut être lui, mais il n'est pas obligé d'être nommé. Et c'est pour le cas où le personnel n'a pas de risque de dépasser ses VLE. Si l'analyse des risques montre que des VLE sont susceptibles d'être dépassés, il faut faire une demande de dépassement à la directe. Et pour cela, il faut nommer également, il faut un document comme pour une PCR, que le chef d'établissement nomme un conseiller qui sera enseigné à la directe. Et la directe, après votre demande d'autorisation, vous dira si votre demande est acceptée. Et la question est plus loin, est-ce que le conseiller doit être externe à l'établissement? Non, pas forcément. Il peut être externe, mais il peut être interne. Ça peut être le salarié compétent. Alors on demande la ligne des 0,5, c'est la ligne jaune. C'est peut-être une ligne qui est matérialisée au sol. C'est Christelle qui demande. Elle peut être matérialisée au sol. Du moment qu'elle est... Et il doit y avoir aussi le problème de la matérialisation au sol, c'est que elle peut être franchie. Donc le mieux, c'est quand même vraiment de mettre des affichages avec une porte, avec un accès qui est restreint à une porte. Le salarié compétent ne doit pas être forcément désigné. Il faut juste un salarié compétent qui s'occupera éventuellement de l'analyse des risques. Je rajoute juste par rapport au salarié compétent, en fait, c'est une extension par rapport à l'IRM. Ce salarié compétent existe déjà normalement dans chaque structure. Dès lors que le travailleurs qui sont soumis à risque sont un salarié compétent. Oui. Oui, il y a toujours ce que je disais, c'est qu'il y a un manip qui est toujours un peu plus spécialisé et qui peut être nommé salarié compétent. Désigné, on va dire, mais c'est pas nécessaire que ce soit formalisé en fait. Contrairement au conseiller qui lui doit être formalisé et déclaré à la directe. Oui, les affiches explicites
à l'entrée à la porte la porte d'accès peuvent suffire pour indiquer la présence de cette ligne de 0,5. Également la question de savoir si le conseil est nécessaire, si les VLE sanitaires sont dépassés, mais pas les VLE sensoriels. Alors, il y a deux types de VLE. Il y a les VLE pour les effets sur la santé et pour les effets sensoriels. Le conseiller est nécessaire en cas de dépassement de VLE pour les effets sur la santé, pas pour les effets sensoriels. Si on a loupé des questions, n'hésitez pas à les réécrire, on va essayer de tous les traiter. Moi, j'espère avoir répondu à pas mal de questions. Quand y aura-t-il des obligations de faire des mesures à 0,5? Je ne sais pas. Ça, il n'y a aucune obligation pour l'instant. La seule obligation, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de matérialiser les endroits où on est susceptible de dépasser cette ligne. Oui, non, même dans une IRM à 3 Tesla, il faut juste s'assurer savoir en gros où se trouve la ligne des 40 millitesla en fait. Oui, la cage de Faraday est considérée comme un équipement de protection contre les CEM. Après, reste à savoir si elle protège assez. Surtout pour cette ligne des 0,5. Mieux pas d'interventionnel pour les femmes enceintes. Regardez vos documents constructeurs pour savoir où se trouve exactement, à quelle distance se trouve la ligne des 40 millitesla. Voilà, c'est assez près de l'aimant. Voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour avoir plus de renseignements. Alors, il y a des questions qui viennent de tomber là. Ouais, je vois ça. Pour ceux qui quittent la formation, on vous invite, alors que vous quittez la formation, à cliquer sur reprendre et vous aurez le questionnaire satisfaction. Comme ça, on prendra compte de vos avis, essayer d'améliorer ou de changer ou de proposer d'autres thématiques. Voilà. Ça prend pas plus de 5 minutes, donc si vous pouvez le faire. Et on va continuer à répondre aux questions. Que faire si la ligne des 0,5 est à l'extérieur du local? Elle peut être à l'extérieur du local, sauf que l'accès à ce local doit prévenir, à chaque accès, il doit y avoir une information comme quoi on est susceptible d'atteindre cette ligne. En fait. Tout est dans l'information, en fait, dans la signalisation. Oui, donc prenez le temps de répondre au questionnaire de satisfaction pour nous améliorer. C'est toujours bien. Donc, merci à vous pour votre attention et peut-être à une prochaine fois. Au revoir.